Hélène Gauthier, chargée de financement chez France Active MPA Occitanie. Et Créactop nous a sollicité dans le cadre du mois de l'ESS pour animer une séance sur le financement de son projet en particulier et les financements solidaires qui peuvent exister. Donc au programme pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'un projet engagé pour France Active? Et la sensibilisation à l'ESS et à l'innovation sociale. Aussi, quels sont mes besoins de financement pour mon projet? Quels outils de financement je peux solliciter et quelles attentes de France Active il peut y avoir? Donc, projet engagé, c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment. Donc, tout le monde l'utilise un peu à sa sauce, donc je vais en profiter pour vous dire qu'est-ce que c'est pour nous. Sensibilisation à l'ESS et l'innovation sociale. Pourquoi on en parle? Déjà de un, parce qu'on est dans le cadre du mois de l'ESS et aussi parce que France Active y est sensible et on souhaite l'amener à se développer. Sur les besoins et outils de financement, ce sera une présentation plutôt générale avec les outils principaux. J'essaierai de présenter aussi des outils de financement de façon générale que vous pouvez mobiliser, mais avec un focus sur forcément les outils de France Active à la fin. Donc je commence. Qu'est-ce qu'un projet engagé pour France Active? On a identifié 5 grands axes sur lesquels on peut agir. Donc il y a l'emploi, que ça peut être autant la création de son propre emploi ou de plusieurs emplois, que d'en sauvegarder plusieurs dans un moment délicat de la structure. Par exemple, typiquement en ce moment, quelqu'un qui aurait besoin de sauvegarder des emplois dans le contexte de crise sanitaire, on peut éventuellement trouver des axes pour l'aider. On va être attentif aussi à toute la qualité des emplois. Et si c'est pour des emplois de personnes en situation de précarité ou d'handicap ou vraiment dans les phases d'insertion, donc c'est quelque chose auquel on est particulièrement attentif. On regarde aussi tous les projets qui ont un impact sur leur territoire. Donc, est-ce qu'on va être en territoire rural ou est-ce qu'on va être en quartier prioritaire de la ville? Est-ce que c'est un endroit où le besoin est mal couvert? Est-ce qu'on fait appel à des ressources locales, des fournisseurs locaux? Ou est-ce qu'on crée des partenariats ou des coopérations avec d'autres acteurs sur son territoire? On regarde aussi tout ce qui est autour du projet social. Réduction des inégalités, est-ce qu'on essaie de toucher des personnes qui ont des situations personnelles difficiles? Est-ce qu'on essaie de créer du lien social? Est-ce qu'on essaie de faire évoluer les pratiques? On regarde aussi tout ce qui a un impact sur l'environnement. Donc, est-ce que vous essayez de réduire au maximum votre utilisation en interne de différents produits, des déchets? Est-ce que vous essayez de mettre en avant les circuits courts? Est-ce que vous essayez de valoriser l'environnement ou d'avoir un impact dessus? Ou est-ce que vous essayez d'éduquer la population à protéger l'environnement? Et aussi tout ce qui va être autour de la gouvernance. Quand c'est des projets individuels, c'est plus compliqué, mais on est quand même vigilant à tout ce qui est dans l'esprit. Et dès qu'il y a plusieurs salariés, ça devient plus pertinent. Donc, est-ce que les salariés sont impliqués dans les décisions en interne? Est-ce qu'il y a une lucrativité qui est limitée? C'est un peu à l'opposé de tout ce qui est société commerciale avec des redistributions importantes aux actionnaires. C'est un peu l'opposé. Est-ce qu'on dit qu'on va maintenir, est-ce qu'on va valoriser les salaires des salariés? Ou est-ce qu'on va favoriser est-ce que le porteur ait une posture qui cherche à impliquer au maximum des gens autour de lui? Donc forcément, c'est difficile pour un projet d'avoir un impact sur tous ces 5 critères en même temps. On est bien conscient, surtout dans des projets de création. Ce n'est pas ce qu'on demande. On demande surtout à ce que les gens tendent le plus possible vers ça. Donc ça peut se faire en plusieurs phases aussi. Et donc justement, ces différentes phases, on essaie de qualifier 3 grandes phases. Une première phase, je m'engage, où on dit que c'est plutôt des projets dans une phase de création. Donc pour une personne qui est par exemple demandeur d'emploi et qui décide de créer son propre emploi. Ensuite, on va un peu plus loin en se disant est-ce que le porteur est-ce qu'il est engagé? Donc ça peut être une structure soit un TPE classique, soit de l'ESS, qui recherche un impact positif, donc avec les 5 critères que je vous montais avant.
Par exemple, une boulangerie qui devient bio et qui se fournit localement. Et ensuite, la phase ultime, si on peut dire, des projets qui veulent transformer la société, donc qui veulent avoir une utilité sociale qui est forte et qui cherchent à promouvoir un modèle solidaire. Donc, comme vous pouvez voir, il y a différentes phases et on ne s'attend pas à ce qu'un projet soit à l'étape de transformer la société dès sa création, mais on essaie d'amener le plus possible les projets dans cette direction avec différentes phases. Donc, c'est tout à fait normal d'être juste dans la création de son emploi au démarrage, mais ensuite, on encourage à aller plus loin et à faire réfléchir sur ces pratiques. Peut-être qu'on fait une petite pause à ce moment. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui est un projet engagé aux yeux de France Active? Donc, je propose... Non, c'est clair. Parfait. Donc, on continue sur la suite, la sensibilisation à l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire. Donc, l'ESS, économie sociale et solidaire. C'est d'abord juste une grande présentation. Je pense que si vous voulez entrer plus en détail dans ce que c'est, il y a un autre webinaire organisé par Creactop sur le sujet. Donc, c'est quoi les grands principes? Il y a une loi qui précise qu'un projet de l'économie sociale et solidaire, c'est un projet qui va avoir une finalité sociale et ou environnementale. Donc, il veut agir vraiment, c'est le cœur même de son projet, c'est d'agir sur des enjeux de société ou environnementaux. C'est un projet aussi qui va avoir une gouvernance participative ou démocratique. Donc, c'est un projet qui va impliquer les salariés dans les décisions d'entreprise ou qui va intégrer des parties prenantes dans le développement de l'offre. Qu'est-ce que c'est les parties prenantes? Ça peut être autant des clients, des usagers, que des partenaires autour du projet. Ça peut être des financeurs, ça peut être des collectivités. C'est vraiment d'essayer d'impliquer le plus possible les gens dans la démarche pour avoir du sens. Donc, c'est vraiment des projets généralement qui sont bien ancrés sur leur territoire. Et ensuite, un autre grand principe de l'ESS, c'est la lucrativité qui est encadrée. Donc, on en avait parlé un peu plus tôt sur les axes sur lesquels France Active cherche à agir. Donc, tout ce qui est encadrement de l'échelle des salaires. Donc, de se dire, par exemple, le patron ne va pas gagner 10 fois plus que ses salariés, voire plus encore. Donc, il y a des règles qui permettent d'encadrer. Il y a des règles qui disent aussi que les bénéfices sont réinvestis dans la structure. Parce que oui, quand on parle de l'économie sociale et solidaire, des bénéfices, c'est parfois un peu tabou, mais oui, il en faut. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On les réinvestit dans la structure pour ensuite maintenir son activité ou la développer encore plus pour avoir encore plus d'impact. Et donc, rémunération du capital aussi qui est limitée ou encadrée. Ce n'est pas tout pour les actionnaires. Donc, naturellement, les projets qui sont de l'ESS de droit, c'est tout ce qui est association, mutuelle, coopérative ou fondation. Mais en plus, pour des sociétés commerciales de type SAS ou SARL, par exemple, c'est possible de relever de l'ESS. Donc, sur l'innovation sociale, il y a des définitions qui sont plus ou moins restrictives. Il y a plusieurs définitions qui existent. Mais généralement, les définitions se retrouvent autour de ces 4 grands critères. Donc, qu'est-ce que c'est l'innovation sociale? Mais c'est d'abord une innovation qui est au service d'un besoin social ou environnemental. Donc, qui va être basé sur vraiment identifier un enjeu social. Ça peut être, par exemple, la grande précarité des personnes, ça peut être le lien social, ça peut être la mobilité, ça peut être autour de l'environnement aussi. Ça peut être aussi, donc un autre critère, c'est l'implication des parties prenantes. On en a déjà parlé beaucoup jusque-là, mais donc c'est vraiment de les faire participer au maximum et en plus dans le processus d'élaboration. Donc en amont, d'aller sur le terrain pour mieux comprendre les besoins et d'essayer d'y trouver des solutions. Un autre critère, c'est une réponse qui va être innovante, qui n'existait pas sur le territoire.
Et un quatrième critère, ça va être une démarche de mesure de son impact social ou environnemental. C'est pas juste un projet qui va dire moi je veux favoriser le lien social. On va aussi chercher à mesurer cet impact. Donc pourquoi on dit qu'il y a plusieurs définitions? C'est que tout le monde n'est pas non plus d'accord sur, par exemple, le caractère d'innovation. Il y en a qui vont être sur des définitions beaucoup plus strictes, par exemple sur quelque chose qui n'existait pas du tout avant et qui pourrait se dupliquer, qui est assez innovant, ou des définitions plus souples qui disent c'est un projet qui existe ailleurs sur d'autres territoires, mais qui n'existe pas chez nous et qui pourrait répondre à un besoin chez nous. Donc vraiment très souple sur ce point. Hop, je propose peut-être une petite pause. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ce qui est ESS et innovation sociale? C'est toujours clair pour moi. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des points de ressemblance, mais il y a quand même certains points qui peuvent être différents. Mais ce qu'on retient souvent, c'est cette phase de besoin social et cette phase d'impliquer les parties prenantes, avec différentes façons de faire. Je remets le partage. Donc, quels peuvent être mes besoins de financement? Alors, je pense que vous avez probablement déjà fait certaines formations sur la gestion, donc probablement que je ne vous apprends rien, mais c'est toujours bien d'avoir des petits rappels. Je mets en avant tout ce qui est la phase en amont de son projet, donc tout ce qui est la phase d'étude d'opportunité, de faisabilité ou d'étude de marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut penser à préparer dans son projet. Parce que quand on veut préparer un projet, on ne va pas claquer des doigts comme ça et du jour au lendemain, on va s'immatriculer et on va se lancer. Il y a généralement une phase en amont où on va prendre le temps d'aller sur le terrain, se renseigner, regarder les statistiques INSEE. Éventuellement, on peut avoir des études techniques à faire. Il y a des phases donc avant son projet qui prennent du temps. Et donc, c'est intéressant de se pencher dessus et de se dire comment je finance cette phase d'études qui me prend du temps. Il y a tout ce qui est classique aussi, tout ce qui est investissement. Donc, vous pouvez avoir le local, s'il faut acheter un fonds de commerce ou un droit au bail, s'il faut faire des travaux dans votre local, s'il y a des aménagements à faire, tout ce qui est matériel aussi, véhicules, machines, tout ce que vous pouvez imaginer autour de votre projet, vraiment en investissement. Et ne pas négliger aussi la TVA qui va être associée à ces investissements. Pourquoi je parle de la TVA spécifiquement, c'est que des fois on l'oublie, parce qu'on se dit ma TVA je vais la récupérer donc c'est pas grave. Oui, vous allez la récupérer, mais le temps que vous allez la récupérer, comment vous faites? Si vous faites un achat de 10 000 € hors taxe et qu'il y a 2 000 € de TVA en plus à financer, votre fournisseur va vous dire mais moi la TVA je la veux tout de suite, il faut me la payer. Et si vous ne l'avez pas, comment vous faites? C'est pour ça qu'il ne faut pas la négliger, il y a des questions de calendrier, même si vous allez la récupérer plus tard. Il y a aussi tout ce qui est stock de démarrage qu'il faut avoir en tête. Vous avez besoin d'ouvrir, vous voulez ouvrir une librairie et vous avez donc des livres à acheter ou un magasin de vêtements, même si c'est moins à la mode. Vous avez besoin d'équiper un minimum votre magasin au départ. Peu importe les activités, il y a cette question à se poser, est-ce que j'ai besoin d'un stock pour démarrer mon activité avant même d'avoir mes premiers clients? Et ensuite, il y a tout ce qui est BFR et trésorerie. Donc, j'aime bien les regrouper dans le même pavé, même si ce n'est pas la même chose d'un point de vue strictement économique et financier. Mais quand vous allez préparer votre projet, souvent c'est quelque chose que vous allez considérer en même temps. Par exemple, combien de temps mon activité va prendre pour se mettre en route? Est-ce que le premier mois, j'aurai 1 ou 2 clients avant d'atteindre mon rythme de croisière de 10 clients ou 50 clients, peu importe? Donc ça, il faut le prévoir. Est-ce qu'on a des frais à prévoir tout de suite au démarrage? Est-ce que mes clients me payent à 30 jours,
mais mes fournisseurs, je dois les payer tout de suite. C'est bien d'avoir aussi tout ce qui est coussin de sécurité pour pouvoir payer justement ces premiers frais, mais aussi pouvoir faire face aux coups durs. On a vu dans le contexte de crise sanitaire, c'était encore plus criant. Tous ceux qui avaient un coussin de sécurité ont pu passer les premiers mois un peu plus facilement que les autres. Ça ne veut pas dire que sur la durée, c'est pas difficile, mais c'est ceux qui étaient moins en difficulté tout de suite en mars-avril, pour ceux qui avaient un coussin de sécurité. Ceux qui n'en avaient pas du tout, c'est devenu compliqué tout de suite au démarrage. Donc ça, généralement, c'est les grandes catégories de financement qu'on peut avoir. Enfin, nos besoins de financement, éventuellement affinés en fonction de chaque projet. D'ailleurs, peut-être qu'on peut faire une petite pause à cette étape. Donc, il y a des questions sur le besoin en fonds de roulement, le BFR. Qu'est-ce que c'est? C'est le décalage entre les paiements des clients et des fournisseurs et des stocks. Donc, globalement, peut-être que vos fournisseurs vont vous demander de vous payer tout de suite ou vous allez les payer à 30 jours. Par rapport à vos clients, est-ce que vos clients vous payent tout de suite, à 30 jours, encore plus tard? Est-ce que vous avez votre stock à payer avant même de commencer votre activité? Donc, c'est ce décalage qui va être à financer. Est-ce que vous voulez me dire un peu en fonction de votre activité si vous avez identifié vos besoins ou pas jusqu'à maintenant? N'hésitez pas à prendre la parole, à utiliser le chat si... D'ailleurs, vous en êtes où dans votre projet? Est-ce que vous êtes en phase de création ou est-ce qu'il est déjà lancé? Florence, vous vouliez intervenir? Oui. Oui, moi, ça sera plutôt, ça concerne le local. C'est là où j'aurais besoin d'un financement, sûrement. Donc, parce que, enfin, pour résumer un petit peu mon projet, je commercialise de l'huile d'avocat et des vinaigres pulpeux de fruits. Et donc, je collabore directement avec les producteurs qui sont basés au Kenya pour l'huile d'avocat et avec les artisans français pour tout ce qui est vinaigre pulpeux de fruits. Et là, je suis en train de réfléchir à élargir la gamme, donc à préparer tout ce qui est autour de ces produits. Donc, par exemple, du pesto, les petits pots à tartiner ou les sauces, des choses comme ça. Et il y a pas mal de choses que j'aimerais faire moi-même. Donc, j'aurais besoin d'un laboratoire, d'un local. Donc, c'est à ce moment-là que je pense avoir besoin d'un financement. Oui. Donc, beaucoup de besoins de financement autour de votre local, de son aménagement, des travaux à prévoir pour l'hygiène. Oui. A priori, des besoins de financement pour le stock aussi, pour les achats que vous devriez faire en amont et importer. Là, j'ai commencé un peu, j'ai commencé à mon échelle et puis on verra bien comment ça va se continuer. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur ces besoins identifiés jusqu'à maintenant? Donc, on peut continuer alors. Donc, maintenant qu'on a vu les besoins de financement, comment on peut financer tous ces différents besoins? Vous allez voir qu'en fonction des catégories des besoins, il y a plus ou moins de solutions qui sont plus ou moins faciles à aller chercher aussi. Donc, sur tout ce qui est phase d'étude en amont de son projet, tout ce qui est étude de marché, étude d'opportunité, qu'est-ce qui est le plus facile à mobiliser? Ce sera d'abord votre épargne ou Pôle emploi. On n'y pense pas toujours forcément, mais dans toute cette phase, généralement, on est demandeur d'emploi et ça prend du temps. Et donc, ce temps, c'est un salaire qu'on n'a pas, donc c'est notre chômage qu'on peut percevoir pendant qu'on fait nos démarches. Dans certains cas aussi, sur des projets notamment d'innovation sociale, il peut y avoir des subventions, mais en fonction des différentes catégories de projets, c'est possible qu'il y en ait à droite à gauche, mais c'est souvent sur des critères assez précis. Il faut plutôt se dire de façon générale que ce sera votre chômage ou votre épargne qui permettent de financer ces phases d'études. Ensuite, sur tout ce qui est local, matériel, le plus facile à mobiliser, c'est le prêt bancaire.
Il ne faut pas hésiter à y penser. Plutôt que de se dire « je vais tout financer par rapport, j'en ai pas besoin de prêt bancaire ». Souvent, c'est intéressant d'y penser au prêt bancaire. Les taux ne sont pas si importants. Et puis, ça vous permet, vous aussi, d'avoir un peu de marge de manœuvre plutôt que de tout mettre votre épargne dans un projet. Et en fonction des projets, il peut y avoir aussi tout ce qui est financement participatif et subvention, encore une fois. Subvention, c'est plus facile dans des projets de reprise, par exemple, en zone rurale. La région peut avoir des subventions dans ces cas. Mais financement participatif, on le voit aussi beaucoup. Donc, peut-être que vous entendez plus facilement le nom de crowdfunding. Donc, on peut parler de Ulule, Tudigo ou d'autres plateformes. De mettre en valeur son beau projet, de dire j'ai besoin de fonds pour acheter mes machines, par exemple. Et pour tout ce qui est stock ou trésorerie, le prêt bancaire, c'est possible dans certains cas de le mobiliser, mais c'est pas ce que les banques préfèrent financer. Elles préfèrent ce qui est tangible, comme les investissements. Souvent, ce qui est plus facile d'envisager, ce seront ses ressources personnelles, son apport, ou le prêt d'honneur. Qu'est-ce que c'est le prêt d'honneur? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler jusqu'à maintenant. Donc, le prêt d'honneur, c'est un prêt qui vous est fait à vous personnellement, plutôt que le prêt bancaire professionnel, mais dans le cadre de votre création d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a des organismes qui sont prêts à vous prêter après étude de votre projet, à vous, mais en disant vous pouvez injecter ensuite ces financements dans votre entreprise pour la faire fonctionner. Et souvent, c'est plus facile de les flécher sur la trésorerie ou sur les stocks. Donc, il y a certains financeurs solidaires aussi qui peuvent intervenir. Donc, France Active, on en fait partie. Mais il en existe d'autres aussi, comme IES, Initiative pour une économie solidaire, l'URSCOP, ou d'autres organismes en fonction de la nature du projet. Mais ce sont généralement les plus gros que vous pouvez croiser ici en Occitanie. Donc, toujours le financement participatif, c'est possible aussi. Les subventions, toujours. Sur cette phase de stock ou de trésorerie, peut-être que la subvention la plus facile à mobiliser pour ceux qui sont éligibles, c'est par exemple pour des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Il y a des subventions à la création d'entreprises. Et comment on fait pour essayer d'estimer au maximum, au mieux, ces besoins de financement? Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais les deux outils principaux que je vous invite à utiliser sur cette phase de financement, c'est le plan de financement qui va dire voici tous mes besoins. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, donc tout ce qui est investissement, stock, trésorerie. Et en face, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc les apports, les prêts bancaires, prêts d'honneur, c'est les grandes catégories classiques que vous pouvez avoir. Et il faut essayer vraiment de tout lister au maximum, ne rien oublier. Et là-dessus, je vous encourage à solliciter votre expert comptable ou un organisme qui est spécialisé dans l'accompagnement au financement pour faire au mieux pour votre projet. Et souvent, on se dit, estimer sa trésorerie, son BFR, c'est pas facile. J'ai du mal à me projeter pour savoir combien j'aurai besoin exactement. Là, je vous encourage vraiment à faire le prévisionnel de trésorerie, mais en partant sur des hypothèses au plus juste. Qu'est-ce que j'aurai comme entrée dans mon projet? En se disant vraiment, j'ai une montée en charge progressive, je n'aurai pas tout de suite tous mes clients le premier mois, ça va prendre du temps. Mais mes charges, elles, seront là potentiellement dès le premier mois, surtout si c'est un local. Et donc, est-ce que j'anticipe un trou de trésorerie dans ma première année? Et du coup, pour corriger ce trou de trésorerie, qu'est-ce que j'aurais besoin comme trésorerie tout de suite au départ? C'est plus facile de le faire comme ça, plutôt que d'avoir un prévisionnel de trésorerie qui va être divisé par 12, qui ne veut rien dire. Et puis, c'est plus facile aussi d'aller voir la banque en disant j'anticipe déjà un trou de trésorerie à tel moment parce que j'ai telle explication. Et dans ce cas-là, la banque peut éventuellement étudier une demande de financement de votre trésorerie. Juste une petite question.
question, Hélène, c'est Mélanie. Oui. Est-ce que tu peux me confirmer, j'ai entendu dire que IES, en fait, sur le financement, il faisait que une participation en capital et c'était destiné à des entreprises, du coup, et pas à des associations ou des coopératives ou des mutuelles. Alors, IES, c'est Initiative pour une économie sociale, Initiative pour une économie solidaire. Donc, ses outils de financement principaux, c'est de la prise de participation en capital et des apports en compte courant. Donc, par la nature même de leur financement, ça prend un capital de base, donc c'est plus compliqué pour les associations d'intervenir. Mais j'ai déjà vu des interventions sur des entreprises individuelles, mais c'est à la marge. Et IES va être vigilant beaucoup à l'impact aussi du projet qu'il peut y avoir. Tous les financeurs solidaires vont être vigilants au sens large à l'impact que vous aurez. Ok, merci. D'ailleurs, sur les prêts d'honneur, je n'ai pas donné beaucoup de détails non plus. Les 2 gros prêts d'honneur les plus connus vont être les prêts d'honneur initiative et prêts d'honneur solidaire. Donc, le prêt d'honneur initiative, vous pouvez le solliciter auprès du réseau Initiative France. Et en fonction du territoire où vous êtes, le montant du prêt que vous pouvez solliciter va être en fonction généralement de votre apport, parfois en capital, parfois de l'apport global. Et eux vont être vigilants plutôt à la personne qui porte le projet, à la création d'activités économiques qu'il peut y avoir. L'autre prêt, le prêt d'honneur solidaire, donc là je vous donnerai plus de détails, mais France Active fait partie des organismes qui peuvent l'accorder de façon indirecte. Donc ce prêt d'honneur, c'est un prêt d'honneur qui est géré par BPI France, mais il y a 3 organismes différents qui peuvent l'accorder en direct. Donc France Active, Initiative France et aussi l'ADI, pour ceux qui peuvent connaître ou qui peuvent avoir besoin de passer par l'ADI. Donc je propose d'entrer un peu plus en détail peut-être sur nos outils France Active. Donc un petit focus. On a parlé des prêts bancaires jusque-là. Et donc, l'outil principal de financement de France Active va être la garantie bancaire. Donc là, vous avez sous les yeux des détails techniques. Ça ne dit pas grand-chose sur l'esprit de la garantie bancaire. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la banque, quand elle vous fait un prêt, elle va essayer de prendre le moins de risques possible. C'est son métier. Et elle veut être sûre d'être remboursée à tout prix. Et donc, elle se dit, si jamais je fais mon prêt bancaire, qu'est-ce qui se passe si jamais la structure ne peut pas me rembourser? Où est-ce que je vais récupérer mes sous? Donc, une première solution pour la banque, c'est de se dire, mais si ce n'est pas la structure directement qui me rembourse, ben, ce sera vous, à titre personnel, avec votre épargne, par exemple. C'est ce que les banques peuvent appeler les cautions personnelles. Une deuxième solution pour la banque, c'est de se dire, mais le prêt a servi à financer quelque chose qui a une certaine valeur. Et donc, le matériel, par exemple, un fonds de commerce. Et la banque peut se dire, mais je me rembourse en revendant ce matériel ou ce fonds de commerce. C'est ce qu'ils peuvent appeler le nantissement du fonds de commerce ou un gage, par exemple, sur le matériel. Et une troisième solution pour les banques, c'est de faire appel à un organisme de garantie. Il en existe plusieurs. On a beaucoup entendu parler de BPI pendant la crise, avec leurs prêts garantis d'État. Globalement, BPI, c'est tellement gros, donc comment ça fonctionne? Les banques cochent des cases dans leur logiciel et à la fin, ça leur dit si oui ou non le projet peut être garanti par BPI. Notre fonctionnement, nous, de notre côté, est différent, mais c'est quelque chose qu'on fait. Et nous, quand on intervient, donc on va prendre le temps de regarder l'ensemble du projet. Donc, globalement, on peut garantir jusqu'à 50 000 € de garantie, ou dans certains cas, jusqu'à 100 000 €. Et avec des garanties de 50 à 80% du prêt.
Donc, ça veut dire à la banque, mais si jamais votre entreprise ne peut pas rembourser le prêt bancaire, bien nous, on accepte d'en rembourser jusqu'à 50 à 80% du prêt. Donc, ça leur fait une garantie assez solide pour les banques. Ça peut être intéressant pour elles. Et avec quel axe, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder les projets qui sont portés par des demandeurs d'emploi. On va regarder aussi des projets qui vont être en territoire précaire, donc tout ce qui est zone de revitalisation rurale ou quartier prioritaire de la ville, ou les projets engagés que je vous présentais en amont. Et comme je disais, pas besoin de cocher toutes les cases, on demande à ce qu'il y ait un axe qui soit plus ou moins fort. Donc ça, c'est vraiment notre outil principal, la garantie bancaire. Et ensuite, on a différentes offres de prêts. Donc j'ai déjà commencé à vous parler du prêt d'honneur solidaire. Donc là, celui-là, c'est le prêt qui est en lien avec BPI France. Donc il est accessible aux demandeurs d'emploi qui sont en création d'entreprise. Et donc c'est un prêt qui peut aller jusqu'à 8 000 € par personne qui sont éligibles, avec des plafonds de plan de financement. Donc si vous êtes tout seul à porter un projet de création à Toulouse et que vous devez investir pour plus de 75 000 €, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais si vous êtes deux, ou si c'est une reprise, il n'y a pas de plafond. Donc ça peut être intéressant pour votre projet. Et comme je disais, c'est intéressant pour venir financer tout ce qui peut être stock ou trésorerie. Ensuite, on a un autre prêt. Celui-là, le prêt participatif MPDS. Donc c'est un prêt qui est plutôt en quasi-fonds propres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans l'ordre de priorité de remboursement si jamais il y a des incidents de paiement et clôture de l'entreprise. La banque va d'abord récupérer ses sous avant France Active si on intervient en MPDS. Donc, pour la banque, c'est plutôt rassurant. Et donc, pour les entreprises qui vont être engagées, c'est un prêt qui a un taux de 2% et qui peut aller de 10 000 à 200 000 € en décision ici à Toulouse. Pardon. Et ensuite, pour les associations, on a d'autres outils de prêt spécifiques. Pardon. Et ensuite, on a une offre de subvention spécifique pour des projets qui seraient sur la phase d'innovation sociale, donc dans leur phase d'émergence. On a une subvention spécifique qui s'appelle la place de l'émergence. Peut-être faire une petite pause maintenant. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur les outils? Est-ce qu'on peut bénéficier de prêts, par exemple? Par exemple, le premier et le deuxième, est-ce que ça peut être... est-ce qu'on peut demander les deux ou pas? Le prêt d'honneur solidaire et le prêt MPDS, oui, c'est possible. Oui, d'accord. Il faut retenir par contre qu'à chaque fois, ces prêts viennent en complément d'un prêt bancaire. Ok. On ne vise pas à se substituer à la banque. Oui, On vient là vraiment en complément de la banque. d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut quand même entamer ces démarches en parallèle. Ça marche. D'autres questions? Parfait. Mais ensuite, on fait du financement, mais on ne fait pas que du financement. Donc, je vais commencer à vous en parler, mais ça va un peu au-delà. Donc, oui, on fait tout ce qui est prêt, garantie, investissement, fonds propres, subventions, ce qu'on voyait sur la page précédente. Mais en plus, au-delà aussi, on va vous conseiller sur votre stratégie financière. On va essayer de vous challenger pour voir quels peuvent être les points forts, les points faibles, comment on peut l'améliorer. On va regarder ensemble avec vous est-ce que les besoins financiers ont été bien évalués.
Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de financer ou est-ce qu'il y a d'autres façons? On peut mobiliser d'autres partenaires sur votre projet en fonction du projet. C'est ce qu'on appelle des tours de table. On se met en relation avec la banque aussi pour négocier les meilleures conditions possibles pour vous. Parce qu'on a toujours en point de vigilance de vous protéger d'abord vous et votre projet, donc pour faire au mieux. Quand on parle de tour de table, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, il y a la banque sur le projet, d'une part, où nous, on peut intervenir en garantie aussi. Et il peut y avoir des prêts d'honneur, donc le prêt d'honneur solidaire, le prêt initiative, c'est possible de les cumuler. On peut dire aussi, IES est intéressé par le projet et on vous met en relation avec eux, ou leur scope, ou d'autres organismes. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Mais par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça s'anticipe. Vous ne pouvez pas venir nous voir du jour au lendemain en disant « j'ai besoin de financement pour demain ». Il faut prendre le temps pour qu'on puisse échanger entre nous et construire au mieux pour votre projet. Et au-delà de ça aussi, il y a tout ce qui est connexion. Donc, on vous met en relation avec les organismes d'accompagnement s'il y a besoin. Généralement, quand on arrive de Créactop ou d'Émergence Plus, il y a déjà un certain accompagnement, mais il peut avoir besoin d'accompagnement plus spécifique sur des statuts, par exemple. Donc là, on peut vous mettre en relation ou sur des secteurs d'activité spécifiques. Donc, on peut vous mettre en relation aussi avec des banques qui seraient plus particulièrement intéressées par votre projet ou en lien avec d'autres entrepreneurs qui auraient des projets semblables, par exemple. Et donc, vous l'aurez compris, on intervient d'abord sur des problématiques financières des projets, mais vraiment sur toutes les phases de vie de l'entreprise. On a des offres autant pour l'émergence de projets quand ils sont sur l'innovation sociale que sur de la création, de la reprise ou du développement de l'entreprise. Et on a vraiment pour vigilance d'avoir les financements qui sont les plus adaptés au projet, aux besoins. On n'essaie pas de mettre à tout prix un outil de financement s'il n'y a pas besoin. Et donc, on vous met aussi en réseau avec les acteurs économiques et sociaux. Et au-delà du financement, pour des projets qui auront un impact fort sur tout ce qui est économie sociale et solidaire ou innovation sociale, mais on peut aussi accompagner dès l'émergence du projet, mais dans son développement aussi. Et donc, on arrive à cette fameuse phase des attentes. Qu'est-ce qu'on attend chez France Active? Comme beaucoup d'autres financeurs, il y a des attentes qui sont générales. Tout ce qui est autour de vous-même, votre légitimité. Est-ce que vous avez l'expérience ou la formation nécessaire à votre projet? Est-ce que vous êtes dans une situation personnelle stable, favorable à votre projet, ou est-ce que vous êtes dans une situation compliquée qui voudrait mieux régulariser avant de lancer le projet? On se pose vraiment la question, est-ce que vous êtes la bonne personne pour ce projet? On va regarder aussi tout ce qui est autour de votre marché. Donc, est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour voir si les clients étaient intéressés à votre produit ou votre service? Est-ce qu'il y a des concurrents qui font déjà ça? Sinon, comment vous distinguez? Est-ce que c'est le bon emplacement? Est-ce qu'il y a du passage? Donc vraiment, quand on regarde tout ce qui est autour du marché, on ne regarde pas que les statistiques INSEE. Donc c'est intéressant, mais ça ne fait pas tout. On aime bien l'approche terrain, où vous êtes allé voir concrètement si les gens sont intéressés. Et on regarde aussi votre prévisionnel, forcément, vu qu'on intervient en financement. Donc on va s'intéresser à votre viabilité économique et financière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà tout simplement votre prévisionnel. Est-ce qu'il dit que vous allez faire un chiffre d'affaires de 500 000 € la première année? Ou est-ce que vous allez faire 20 000? Est-ce que c'est crédible? Quelle visibilité vous avez là-dessus? Est-ce que c'est viable? Est-ce que vous avez bien estimé vos charges? Est-ce que ça suffit est-ce que votre chiffre d'affaires réussit à tout payer? Est-ce que vous avez suffisamment d'apports sur votre projet? Ou est-ce que vous devez tout financer par prêt bancaire et ça met en difficulté le projet? Donc, c'est des questions générales comme ça, mais qui ont leur importance.
Et on va regarder aussi plus spécifiquement l'impact que vous aurez. Est-ce que ça vous permet de créer votre emploi? Est-ce que ça a un impact sur l'environnement, sur votre territoire, un enjeu social? Et comme je vous disais, d'abord un premier niveau, et si vous allez plus loin, on peut éventuellement avoir plus d'outils. Et comme on est financeur, on a aussi toute cette approche de risque. Donc, à minima, est-ce que ça vous permet de vivre de votre projet? Est-ce que ça permet de rembourser vos prêts? Et donc, comment ça se passe chez nous? Il y a toujours une première phase d'accueil, où on va prendre le temps d'échanger avec vous sur votre projet, pour essayer de mieux comprendre, est-ce qu'on peut intervenir ou pas? Est-ce qu'on est les plus pertinents? On va vous demander de constituer un dossier avec, entre autres, votre prévisionnel, votre CV, et de faire une première analyse de votre projet pour voir est-ce qu'il y a des éléments qui nous semblent bloquants ou est-ce qu'il y a des choses à retravailler. Et ensuite, on va plus loin. Là, c'est écrit qu'on rencontre le porteur de projet sur le territoire. Comme vous pouvez vous en douter, ça dépend des conditions sanitaires. Habituellement, on se déplace pour aller voir le local, par exemple, mais sauf confinement, où là, on va privilégier la visioconférence en ce moment. Mais ce n'est pas ce qu'on préfère. On préfère vraiment aller sur place pour vous rencontrer et aller voir le contexte. Et ensuite, donc, on rédige une note d'analyse pour vraiment peser tous les pour et les contre de votre projet. On prend contact avec les partenaires autour de votre projet avant de présenter notre dossier en comité des engagements, où là, on a un comité qui rassemble des banquiers, des experts comptables, des professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprises, et qui vont décider si oui ou non on peut financer le projet, avec une décision le jour même.